Et c'est l'heure à présent, et comme chaque jour, du focus plein phare sur cette étape historique. Depuis ce matin, le drapeau cubain flotte de nouveau à l'intérieur du hall du département d'État américain. Ce symbole marque, avec la réouverture des ambassades, le rétablissement des relations diplomatiques entre la Havane et Washington, annoncé, souvenez-vous, en décembre dernier. Mais dans les faits, en 7 mois, peu de choses ont en réalité changé. Ces nouveaux liens, ils suscitent même des réactions mitigées auprès des Cubains qui ont fui leur pays et trouvé refuge en Floride. Là-bas, on redoute aujourd'hui une remise en cause de la politique du droit d'asile. Reportage de notre bureau à Miami. Il est signé Yann Schreiber, Adrien Rapoport et Sophie Priccioni. Il y a des t-shirts tout neufs, c'est pour nous. Des t-shirts propres, des chaussures neuves, le symbole d'une nouvelle vie pour ces réfugiés cubains. À Miami, une organisation caritative leur fournit le minimum pour se reconstruire. On a des cartes téléphoniques si vous souhaitez appeler à Cuba. 24 heures plus tôt, ces hommes pensaient mourir en mer. Ils ont fui Cuba à bord d'une embarcation de fortune et ont mis 3 jours pour rejoindre les États-Unis. Ça, c'est le bateau avec lequel on est parti. On était 7 à bord. On a fait des centaines de kilomètres. Il y avait des orages, des requins partout. C'était de la folie, mais on n'avait pas le choix. On veut une vie meilleure. Grâce à une loi de 1966, les immigrés cubains qui parviennent à atteindre le sol américain obtiennent un statut de résident. Avec la reprise des relations diplomatiques, beaucoup d'entre eux craignent la fin de ce statut. Avant de partir, on entendait des rumeurs qui disaient qu'à partir du 20 juillet, la loi allait s'arrêter et que tous ceux qui s'aventuraient en mer et tentaient de rentrer aux États-Unis seraient immédiatement renvoyés à Cuba. Près de 19 000 Cubains sont arrivés aux États-Unis. C'est déjà 2 fois plus que l'an dernier pour la même période. Alors à la police des frontières, on tente d'apaiser les rumeurs. Si nous arrêtons des Cubains, notre position reste la même. Nous les mettons en garde à vue, le temps d'entamer les procédures de régularisation. Et cela selon la loi en vigueur, qui n'a pas changé. Selon une source du département d'État que nous avons contactée, aucune réforme migratoire n'est pour le moment envisagée. Un moyen de rassurer les voix qui s'élèvent contre la politique de Barack Obama. À Miami, où 60% des immigrés sont installés, le sentiment anticastriste résonne et compte se faire entendre. L'ouverture d'une ambassade ne veut rien dire. Le peuple cubain continuera de vivre sous la misère, le terrorisme de l'État et l'esclavage. La position d'Obama donne tout simplement de l'air à cette dictature. Une partition reprise par les candidats républicains à l'investiture, comme le sénateur d'origine cubaine Marco Rubio ou l'ex-gouverneur de Floride, Jeb Bush. Nous n'avons pas besoin d'un touriste comme Obama pour soutenir la déchéance de Cuba. Mais pour les Cubains plus modérés, l'ouverture des ambassades facilite surtout le rapprochement entre familles. Depuis décembre dernier, cette agence de Miami enregistre une hausse de 15% sur les voyages pour Cuba. Ça prend entre 30 et 45 jours pour le visa. Et vous voulez partir quand? Oh, dès que c'est prêt. L'obtention du visa pour les immigrés reste soumise à une autorisation spéciale accordée par le gouvernement cubain. Mais l'ouverture des ambassades rassure. Cette cliente, née à la Havane, a fui son île à l'âge de 6 ans. Elle souhaite y retourner pour la première fois. Maintenant, je n'ai pas peur d'y aller. Avant, j'avais vraiment peur de rester coincée sur l'île. J'ai fui une fois, je ne voulais pas devoir recommencer. Maintenant, j'ai l'impression d'y aller avec la permission et l'aval du gouvernement américain. Mais l'impact de cette ouverture reste pour le moment limité pour les immigrés, notamment concernant les relations commerciales. Dans cette association d'exilés cubains, on n'espère aucune retombée économique positive depuis une réunion organisée à la section d'intérêt de Cuba à Washington. Le président de la section a dit aux investisseurs cubains-américains: qui a 10 à 15 millions de dollars à investir à Cuba? Vous n'avez pas cette somme? Alors nous ne sommes pas intéressés. Ils ne veulent pas de petits investisseurs comme nous. Le gouvernement cubain n'est pas intéressé par les entrepreneurs cubains-américains.
Bien que historique, l'ouverture des ambassades s'avère donc avant tout symbolique. L'embargo général sur le commerce, véritable enjeu de ces négociations, ne peut être levé que par le Congrès. Et on revient sur ce dossier avec notre invité du jour, Pascal Rouault. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Amérique latine à l'Institut Choiseul. On vient de le voir dans ce reportage, on en parle dans les journaux. C'est vraiment uniquement du domaine du symbole, ce drapeau qui flotte à nouveau dans le hall du département d'État américain, ou est-ce que c'est bien plus que ça, également la réouverture des ambassades ? Oui, je crois que c'est bien plus que ça. Alors c'est vrai que le fait de transformer les relations passe par une dimension symbolique. Et nous sommes aujourd'hui dans le symbole. Mais c'est un symbole qui s'appuie sur des bases qui ont été fixées d'ordre politique au niveau des États-Unis et de Cuba, au plus haut niveau, et qui fixe un cap. Alors c'est vrai, et on l'a bien vu dans votre reportage, les interrogations, les opposants à l'évolution des relations est forte. Cette opposition est forte. Il y a une base politique aux États-Unis qui oblige en effet à réfléchir à l'après-mandat de Barack Obama, mais un cap a été fixé, un cap historique qui est incarné par la symbolique d'aujourd'hui. Une opposition qui est forte, en même temps on peut comprendre aussi pourquoi. Il y a eu 54 ans de rupture, il y a eu ces annonces qui ont été faites en décembre dernier, ça fait 7 mois maintenant. Ça va être quoi justement les prochaines étapes une fois les symboles passés? Quand on va rentrer dans le concret, ça va donner quoi? Raúl Castro l'a dit, ça va être long. Le processus va être très long, parce que vous venez de le rappeler, nous sortons d'un cycle de près d'un demi-siècle qui s'est inscrit dans beaucoup de douleurs, dans des séparations humaines. La communauté des Américains d'origine cubaine est forte, elle est très organisée aux États-Unis, mais elle est partie dans la douleur de Cuba. Comme à Cuba, il a fallu construire une nouvelle position internationale, alors même que l'on est à 150 km des côtes américaines. Donc il y avait une forme d'anomalie, il y a toujours une forme d'anomalie à laquelle aujourd'hui les États-Unis et Cuba essaient de transformer et essaient de corriger. Mais le processus sera long, il va être difficile parce qu'au-delà de la symbolique va se poser toute la problématique économique. L'embargo n'est pas levé. Qu'est-ce que le Congrès va faire dans les prochains mois ? Alors même qu'il est dirigé aujourd'hui par une opposition. Et la question de l'embargo, notamment, qui est évidemment posée par ces Cubains qui s'interrogent aujourd'hui. Et c'est normal. Vous savez, j'ai la chance d'aller à Cuba régulièrement. Quand on parle dans l'absolu de la levée de l'embargo, cela suppose tout de même un cadre économique. Cela suppose des infrastructures qui permettent d'accueillir cette nouvelle ouverture économique. On n'en est pas là. On n'en est pas là sur le plan des infrastructures, même s'il existe des bases solides à Cuba, mais il y a tout un cadre financier, l'accès aux financements internationaux, l'accès aux prêts qui va se poser désormais. Donc il y a la construction de tout un cadre économique, financier, de toute une série d'infrastructures qui permettront à terme d'accueillir la transformation économique que le processus politique a engagé. Mais ça, j'en suis persuadé, va être très long. On voyait derrière vous, il y a quelques instants, le visage de Barack Obama. Ouais. C'est lui, l'homme qui a permis le rétablissement de cette relation entre Washington et la Havane, où c'est aussi un contexte, disons-le très clairement, un contexte géopolitique qui a bien changé. C'est exactement ce que j'allais dire. Je crois qu'avant tout, le contexte a évolué. Le contexte s'est transformé. Et je pense, quand je dis cela, au Venezuela. Cuba est dans une relation privilégiée avec le Venezuela, qui connaît les difficultés économiques que l'on sait aujourd'hui, notamment en raison de la chute du cours du pétrole. Donc c'est vrai que pour Cuba, il était absolument vital de rechercher, de transformer le jeu international et d'essayer de rentrer dans une forme de normalisation. C'était vital parce que la préoccupation des autorités cubaines aujourd'hui, c'est évidemment de ne pas vivre ce qu'a vécu l'ex-URSS au début des années 90, c'est-à-dire à la suite de la perestroïka et de la glasnost, un effondrement. Le régime n'entend pas évidemment s'effondrer et c'est pourquoi le processus sera long et qu'il lui a fallu se rénover, avancer. Et c'est vrai que le président américain
en fin de second mandat, était l'interlocuteur parfait pour cette transformation politique qui est quand même fondamentale dans la région des Caraïbes. Et on continuera à suivre de près évidemment sur France 24. Merci beaucoup Pascal Roux d'avoir été notre invité.